Avant même de dire bonjour et de commencer la vidéo, écoutez ces deux extraits. Nous pourrions évoquer les approches dans le chant ainsi que les innombrables différences d'arrangement et de composition harmonique et rythmique, mais je pense que nous n'avons même pas besoin d'aller aussi loin. Avec ces deux exemples, si vous pensiez que le métal est une seule musique, vous avez là une brève illustration qu'on parle bien de musique métal au pluriel. Et si vous suivez ma série de vidéos pédagogiques sur ces musiques, vous devriez déjà avoir un petit aperçu de l'histoire riche et complexe des évolutions musicales derrière l'étiquette métal. Toutefois, il me semble bon de faire un tour du côté de cette question qui intrigue aussi bien les personnes extérieures au métal qu'une certaine frange plutôt hard rock du métal qui ne pige pas bien pourquoi les gens s'échinent à distinguer le progressive technical deathcore par exemple de Atlantis Chronicles et le depressive and suicidal black metal de Ustalost. Parce que si les musiques métal proviennent du rock, pourquoi est-ce que ça divise autant? Pour quelles raisons les adeptes de métal ont parfois du mal à apprécier aussi bien Killswitch Engage et Pantera? Pourquoi certains tombent en éloge devant Gojira mais fustigent Avenged Sevenfold? Bonjour à vous, ici Mom. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ces distinctions aussi bien de musique que d'habitudes culturelles qui font que les musiques métal cristallisent certains désaccords, voire de véritables oppositions. Est-ce que les furieux de métal aiment le rock? Pas sûr. Si on en revient aux racines du métal, on s'aperçoit d'abord que ce genre affilié au rock a su se démarquer, si bien que des amateurs de métal ont en horreur le rock classique, et inversement, des passionnés de Led Zeppelin, David Gilmour ou les Rolling Stones trouvent que le métal c'est tout sauf musical, parce que le métal a su s'émanciper du rock, notamment après ces premières décennies où, en France, on confondait volontiers hard rock et heavy metal, mais ça, c'était avant, car au fil de l'évolution des propositions musicales dans le métal, il a bien fallu se rendre compte qu'il était plus difficile de concilier tout le monde. Donc si auparavant la confusion hard rock heavy metal ça faisait pas de mal, au fil du temps, cette confusion ne pouvait plus tenir, car il fallait bien se rendre compte que le hard rock et le heavy metal c'est pas du tout la même chose. Le métal cherchant une forme d'aboutissement dans ses propres codes, quitte à s'opposer à la culture mainstream, voire à s'opposer aux règles qui composent le propre camp du métal, forcément, les musiciens et leurs projets, ainsi que les amateurs et amatrices de métal eux-mêmes, vont se distinguer, car ils vont se diriger vers certaines voies et préférences que l'on pourra décrire plus tard. On en a déjà parlé ici, mais c'est justement parce que certains recherchaient un retour aux racines authentiques du métal que les genres extrêmes du black et du death ont émergé au milieu des années 80 en opposition au hard rock et au heavy metal starifié rendu glam par la diffusion radio. Les genres extrêmes, pour rappel, ils s'opposaient à cette diffusion radio, ils voulaient se faire sous les radars. À partir de tout ça, chaque nouvelle ère ou chaque nouvelle mode dans les musiques métal, ça s'est basé sur un schisme. Puisque l'arrivée d'une musique a su attirer de nouvelles personnes, et puisque cette musique génère peu à peu un gouffre, un fossé entre les attentes des passionnés d'avant et la montée en force des propositions musicales, tout passe par des logiques de réaction. Les genres nouveaux naissent en opposition. De ce fait, il y a forcément des duels, des conflits d'appréciation. Mais ça, nous y reviendrons. En tout cas, les musiques métal sont aussi des manières pour les artistes de s'approprier les codes, soit en les embrassant, soit en les oblitérant complètement. Et ces logiques-là, de les prendre ou de les rejeter, ça passe ou ça casse, mais en même temps, la racine même du rock, c'est de s'en foutre et d'y aller all-in. Du coup, les gens qui sont encore bloqués sur Gilmour, est-ce qu'on peut les considérer comme des rockers? Non, je taquine, mais
Je dirais que c'est plutôt comme des rockistes, à savoir des personnes qui mettent en avant leur vision du rock comme valeur absolue, qui défendent une vision du rock selon des critères arbitraires, mais qui sont partagés. Et je vous remets en lien la vidéo qui analyse le phénomène du rockisme. Pourquoi est-ce que je dis tout ça? C'est parce que les musiques métal vont par essence créer des choix drastiquement différents. Et autant dire que les musiciens et les musiciennes ne vont pas s'en priver. Les diverses approches des musiciens. Aux origines du métal vient cette question. Est-ce qu'on continue façon Jimi Hendrix à aller à fond dans l'overdrive et la démonstration impressionnante? Ou bien est-ce qu'on revient aux racines rock'n'roll efficaces et dansantes? Ou bien poursuit-on dans la veine psychédélique avec des ambiances dinguissimes? Et si on faisait les trois en même temps? Black Sabbath est un morceau qui a son ADN dans le psyché. Grosse ambiance, gros travail sur les effets. Mais quelle rupture aussi avec l'histoire du rock. Quel changement de ton magistral comparé au reste de la production des années 60. C'est que l'approche de Black Sabbath est aux antipodes de ce qui se faisait à l'époque, tout en embrassant l'héritage psychédélique. La voix d'Ozzy Osbourne a quelque chose de très particulier. De l'autre côté, Deep Purple, il y a un retour au rock'n'roll, mais également une virtuosité dans certains passages, une volonté de pousser les potards plus loin. Puis, comment ne pas évoquer le groupe The Sweet, qui a eu une grande influence sur le mouvement glam, et qui a composé des morceaux qui ont été ensuite repris par des groupes de thrash metal, comme Teenage Rampage et Set Me Free. Globalement, les artistes de metal ont un rapport particulier à l'héritage. Soit ils vont prétendre revenir à des racines comme le proto-black metal qui revient à la souillure punk et au rock'n'roll déchiré. On peut penser aussi à toutes les vagues revival thrash, revival heavy metal que nous avons eu à la fin des années 2000 et durant toute la décennie 2010. Soit, au contraire, les artistes de metal vont avoir horreur de cet héritage et ils vont souhaiter s'en détacher complètement. C'est comme l'émergence du death et du black metal en opposition au glam, ainsi que tout le metal extrême des années 90 qui refusait la mode néo-metal et la mode grunge. Et nous avons aussi ces sales gosses qui disent que les classiques, eh bien c'est démodé, et il faut tout démolir, déboulonner les statues et imposer de nouveaux standards. Ces sales mioches, c'est Slipknot qui utilisent tous les codes possibles pour en faire ce qu'ils veulent. Ces sales mioches, c'est aussi toute la vague metalcore américaine puis deathcore, avec tout le pan deathcore technique comme The Faceless, et des personnalités aussi détestables car avec un immense melon, que très impliqués dans leur musique. Alors ce qui est un comble quand même, c'est que ces kids déterminés ont pu être annihilés par la critique parce que ce sont des gueules de cons et des arrogants. Mais c'est un comble quand on sait que les personnes qui ont affirmé ça étaient fascinées par les stars des années 80 qui étaient aussi des arrogants et des gueules de cons. En fait, l'art est un éternel retour, un éternel recommencement. Parce que si dans les années 2000, il y a pu avoir des critiques sur les artistes de The Faceless, Rings of Saturn, avec des gueules de cons arrogantes qui faisaient des plans impossibles et que t'es là, ouais, moi je suis meilleur. Mais en fait, dans les années 80, c'était la même chose. T'avais ces gars ultra lookés qui faisaient des solos de gros cochons, et puis t'es là, ouais, moi je suis le meilleur du monde. C'est toujours la même chose en fait. Bref, peu importe comment le musicien ou la musicienne va approcher sa musique et en parler, ça va créer des interrogations, voire des conflits. Kenny Schaeffer, d'athéiste, veut mettre du jazz dans son métal. Eh ben, Chuck Schuldiner, il était contre ça. Et Kenny Schaeffer et Chuck Schuldiner, ils se sont engueulés. Mais purée, si même dans un style commun tel que le technical death metal, les gus n'arrivent pas à se mettre d'accord, comment voulez-vous que le métal rassemble? Des conflits entre adeptes. Comme j'ai pu le dire dans ma série de shorts sur les slogans dans le métal, nous n'attendons pas les mêmes choses, nous n'avons pas les mêmes références, nous ne cherchons pas les mêmes expériences. Voir le métal comme singularité uniforme est tout aussi ridicule que de croire que tout un groupe social est essentialisé comme une seule entité sans nuance. De base, nous n'entrons pas dans une culture ou dans un cercle social de la même façon. Il y a des centaines de manières de rencontrer une pratique et un art, ou de découvrir des éléments culturels. Déjà,
Ne serait-ce que le premier groupe de métal que l'on va découvrir va avoir des conséquences sur l'ensemble de nos goûts à venir. Ensuite, le contexte de découverte sera évidemment décisif. Selon si tu as découvert en concert, en festival, au hasard en testant un disque dans une Fnac, en osant pousser l'apport à un disquaire, dans une compile achetée chez ton marchand de journaux, dans un disque chopé au pif, dans la collection de tes parents, ton oncle, ta tante, ton cousin, ta cousine, au gré d'un reel ou d'une story Insta, au milieu d'un mème, au cours d'une vidéo YouTube, dans une pub, au détour d'une discussion où un nom t'a attiré, sur un t-shirt ou sur une affiche, au fil d'une playlist, ou dans une démarche active de vouloir trouver une autre version d'un morceau que tu connais, en prenant un objet qui a attiré ton regard dans un vide-grenier, ou encore en ayant emprunté un item lié au métal dans la médiathèque du coin. Pour l'anecdote, j'ai vu Dying Fetus et Devorment une fois dans une médiathèque. Bref, vous voyez que tout ceci va amener de grandes différences d'appréciation et d'habitude ensuite. Par exemple, si on découvre le métal par nos amis qui nous ont emmenés en festival, et cet exemple je le donne car il est très fréquent chez les amis de mes amis, eh bien dans ce cas, le contexte live, concert et festival est crucial pour ces personnes. À leurs oreilles, il faut que l'album soit jouable en live. Autrement, pour eux, c'est tricher s'ils n'arrivent pas à le rejouer. Et c'est d'ailleurs ce type de discussion qui m'ont emmené à faire la vidéo « Le métal est si génial que ça ?» avec la question de savoir si The Prodigy était du métal. Dans mon cas, j'ai découvert totalement au hasard, comme j'ai pu le dire dans les limites de l'illimité. Je suis tombé sur des covers métal des musiques de Nobuo Uematsu, j'ai vu le nom The Black Magies, j'ai vu l'étiquette Power Prog, j'ai creusé à fond de mon côté. Pour moi, le live, c'est complètement secondaire puisque j'ai des écoutes à la maison, étendues aussi aux écoutes nomades avec le fameux MP3 suppositoire à l'époque et aujourd'hui avec mon téléphone. Mais d'autres personnes diraient que ma manière d'écouter est odieuse. Il ne faut que du vinyle et une installation haute définition dans une pièce dédiée. Pour ces personnes, il est inconcevable de lancer une musique dans de piètres conditions car on passerait à côté de toutes les nuances qui seraient rendues invisibles avec un matériel non optimal. Donc rien que dans la façon d'apprécier la musique, on a déjà là 3 différences majeures. Rien que dans ça, par définition, il y a des distances qui se forgent parce que ces contextes de découverte peuvent avoir une influence sur nos habitudes d'écoute, induisant des variations idéologiques. La preuve par le live ou au contraire l'écoute sur support à la maison, comme dit auparavant, peuvent induire des appréciations diamétralement opposées et des définitions du métal qui n'ont plus rien en commun. Mais je parlais plutôt des divergences entre musiciennes et musiciens. Ça aussi aura une forte influence sur les auditeurs et les auditrices. Si un groupe comme Stormlord ou des formations de black metal affirment haut et fort leur vision de la musique en braillant « Nous n'utilisons que des instruments authentiques, pas de putain de boîte à rythme, parce que nous sommes des puristes !» Cette affirmation, que dis-je, se manifeste, aura une influence qui sera portée par la musique. Et la passion que l'on aura pour l'album en question pourra dévier nos goûts vers l'idée que seule la pratique de ce groupe authentique a pu donner cette expérience qui a ravi notre cœur. Et donc nous pouvons ainsi devenir le porte-parole du discours du groupe en disant « Moi, je n'aime que ce qui est pur et authentique, je ne supporte pas la fausse musique, moi, je n'aime que le vrai métal !» Autre exemple, dans les années 2000, alors que le néo-metal a déferlé à fond et que le metalcore se distingue de plus en plus du melodic death metal, les divisions se sont accentuées. Quand des groupes de melodic death, jugés encore légitimes par les gens à l'esprit rockiste, quand ces groupes sont passés du côté metalcore, ces gens rockistes ont hurlé comme quoi les choreux viennent tuer le métal. À côté, quand des formations ont davantage tenté un son néo-metal et que des groupes de métal extrême ont lutté pour maintenir leur style, ces mêmes gens ont salué cette pratique qui n'a pas dévié au fil des modes, portant en triomphe Spawn of Possession ou Nécrophagiste. Alors déjà, on va expédier tout de suite cette idée-là. Spawn of Possession et Nécrophagiste n'ont rien de pur et authentique, c'est fortement retouché et recalé. Certes, ils savaient se rejouer en live, mais c'est justement la course à la production sur ordinateur qui a conduit à de telles prouesses. Mohamed Sweetmess était avant tout un ingénieur, et il a programmé le son caractéristique
pour proposer son épitaphe. Donc le purisme du métal, encore une fois, c'est un mythe, et on peut placer le curseur où on veut, c'est facilement manipulable. Ensuite, le souci n'est pas tant que le néo-metal ou les genres core, tels que le metalcore et le deathcore, sont mauvais par essence. Il y a plein de biais qui peuvent amener à dire que ces genres sont nazes et limités, mais ça, c'est prendre le problème à l'envers. Déjà, il y a simplement le fait que les genres du néo-metal et du metalcore ne vous correspondent pas, mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Vos goûts ne sont que des goûts. Redescendez de votre piédestal composé de vos immenses chevilles. Ce n'est pas parce que vous n'aimez pas un genre que c'est de la merde. Vous ne pouvez pas imposer vos goûts comme valeur objective. De plus, si le néo-metal et le metalcore ont pu être jugés nuls à chier, c'est peut-être à cause des labels. Face à ces nouvelles tendances, les labels ont pu fortement presser les groupes à s'aligner sur la tendance. Les mauvais albums de metalcore d'anciens groupes de melodic death metal, c'est sans doute à cause de ça. Le metalcore n'est pas mauvais en soi, et dans ce cas je dirais bonjour le As Daylight Dies de Killswitch Engage qui est excellent. Donc le metalcore n'est pas mauvais en soi, c'est juste qu'il a été employé par des groupes très connus pour du melodic death et qui n'ont pas su suivre les standards du metalcore. Et dans ce cas, on dira bonjour In Flames avec cet album qui est très loin des disques cultes et légendaires du groupe, notamment The Jester Race. Et vous voulez notre preuve de pourquoi le metalcore ce n'est pas de la merde? Eh bien, si on prend des groupes pourtant jugés melodic death, on peut se rendre compte qu'ils sont en réalité très metalcore. Le Chain Earth Machine et le Predator's Portrait de Soilwork, sans metalcore, ils n'auraient jamais sonné comme ils sonnent. Et au-delà de ça, ceux qui disent « Mais on s'en fout des étiquettes, on aime le métal, ce qu'on veut c'est du métal, point barre !» La plupart du temps, ils envoient quand même chier ce qui ne leur convient pas, portant un t-shirt no metalcore dans un festival de heavy metal. Ah mais sérieux, il est important de connaître les modes, les tendances et les divers genres, ne serait-ce que pour saisir la diversité des approches. On n'appréhende pas un disque de brutal death de la même manière qu'un album de prog symphonique. Il y a quelques semaines, j'ai entendu dans un bar tout un ensemble de titres pop ou rapcore avec un son extrêmement lourd. Et j'ai dit à mon pote, purée, on sent l'influence de la musique de Doom 2016 là-dedans. Et c'est vrai. Des morceaux avec ce son archi retouché pour un aspect ultra massif, on y reconnaît la marque de Mick Gordon. Eh bien les gens disent, ah ouais, cette BO Doom, ça c'est métal. Eh bien, pas du tout. Lourdeur ne signifie pas métal. Et Gordon le dit lui-même. Il a eu une pratique électro. Il a fait des inputs sonores qu'il a trafiqués puissance 1000 pour avoir cette texture si particulière. Les musiques de Doom 2016, c'est un son hautement trafiqué avec une démarche d'artiste électro. Donc tous les métalleux rockistes qui disent que la musique de Doom 2016 c'est du vrai gent qui revient aux racines métal, eh bien vous avez aimé quelque chose de totalement trafiqué, de 100% électro et de pas du tout, mais alors pas du tout lié à l'esprit rock. Et pourquoi est-ce que je dis tout ça? Parce que le métal cherche à se donner des apparences de légitimité. Le métal se perçoit selon des critères totalement subjectifs et cherche à s'y accrocher pour préserver une ligne de conduite, une identité, une forme d'intégrité. Il y a ce côté boulonné et immuable qui s'oppose à la fuite en avant du temps, du progrès et des modes. Mais tout ceci est totalement en dehors de la réalité. Le métal a toujours été soumis aux caprices des tendances, soit pour les embrasser, soit pour s'y opposer. Rester à tout prix dans sa vision fantasmée et auto-centrée de ce qui est métal, c'est le meilleur moyen d'exclure toute forme de vérité dans les projets et propositions artistiques. C'est le meilleur moyen de ne chercher que sa propre validation, comme si un album que l'on saisissait entre ses mains n'était qu'un miroir qui doit renvoyer l'image qui nous validerait, qui satisferait notre plaisir de nous reconnaître. C'est le meilleur moyen pour ne pas écouter la musique, mais plutôt les vibrations qui ne vont que satisfaire notre besoin de confort. Est-ce que c'est ça que nous cherchons dans le métal? La comfort zone, la zone de confort. Bien sûr que la musique a ce côté nostalgique, cocon, doudou, et je serais malhonnête si je disais pas le contraire. Avec tous les tunnels que j'ai quand je réécoute du Suffocation, du Cynic et du Death de manière assez régulière, de manière assez périodique, genre tous les ans, tu vois. Mais comme je le dis à chaque fois,
Je trouve dommage de s'enfermer dans ses habitudes et de s'enfermer dans une vision étriquée du réel. J'ai pu avoir comme ça une discussion en commentaire avec quelqu'un qui disait que c'était important d'essentialiser. Mais je ne peux qu'être totalement opposé à cette idée. Essentialiser, limiter les nuances, ne garder qu'un aperçu du réel. C'est le meilleur moyen de se fourvoyer. C'est aussi le meilleur moyen de croire connaître le monde qu'avec un petit soupçon d'aperçu, de réalité. Et là, ce que je vais dire sort complètement du cadre de la vidéo, mais je pense qu'Internet a vraiment pas mal déplacé et vicié l'idée que l'on a de nous-mêmes. Je vais m'expliquer. Parce que avec la multiplication de contenus de debunk et de vulgarisation scientifique, eh bien, on a le sentiment, en regardant des vidéos de 20, 30, 40 minutes, qu'on est expert d'un sujet. Mais ça, c'est absolument faux. On n'est pas expert d'un sujet, c'est juste qu'on a compris ce que la vidéo voulait nous transmettre. Et donc j'ai le sentiment, notamment c'est un commentaire parfois, c'est une discussion qui peut y avoir, qu'il y a des gens, ils vont se dire « Ouais, c'est bon, j'ai vu cette vidéo, je suis expert, je connais ». Sauf qu'en réalité, quand on regarde du contenu vulgarisation, en fait, on a essentialisé une réalité beaucoup plus complexe. C'est pour ça qu'à un moment dans la vidéo, j'ai un peu ironisé en disant « Il faut descendre de son piédestal composé de ses immenses chevilles », parce qu'il est très facile, avec les productions que l'on voit sur Internet, qui sont en plus ciblées par les cookies et compagnie, pour que l'on reste sur les sites, pour que l'on reste par exemple sur YouTube, mais il est très facile de se glorifier, de se dire « Ah ouais, c'est bon, j'ai tout compris du monde ». Sauf que cette bulle d'engagement, il faut s'en méfier. Et c'est pour ça, je le dirai jamais assez, soyons curieux, curieuses, gardons l'esprit ouvert. Quand on a une réponse à une question, continuons de nous interroger. Si on reste fixe, si on ne bouge plus, la sclérose de la pensée, voilà, c'est tout ce qui va venir après. Et pour terminer cette conclusion et revenir au sujet de la vidéo « Pourquoi le métal divise ?», mais c'est qu'il y a aussi que nous avons plusieurs approches de la réalité. Je veux dire, un album, il peut y avoir des faits objectifs, historiques que l'on peut déterminer, mais il y a aussi l'approche sensorielle, intime. Et ça, en réalité, ben, je vais vous dire une chose, on n'écoute pas les mêmes albums. Le Human de Death que je vais écouter va être différent du Human de Death que vous écouterez. Déjà parce que c'est possible qu'on n'ait pas la même version du disque, donc déjà on n'aura pas la même version de la musique. Ensuite, on n'aura pas le même contexte d'écoute. Vous l'écouterez peut-être sur les haut-parleurs de votre PC et moi dans mon casque. Mais au-delà de tout ça, et parce qu'on n'a pas le même vécu, moi j'ai découvert le Human de Death dans un ensemble d'événements qui est propre à moi-même. Avec des dispositions sensorielles et passionnées qui sont propres à moi. Avec un parcours et des références d'œuvres propres à moi également. Et vous, bah, le Human de Death que vous écouterez, il se fera en fonction de votre propre réseau intime. Donc, au-delà de tout ce que j'ai dit, pourquoi le métal divise ? Bah, parce que nous sommes tous différents, avec notre parcours sensoriel et intime qui n'a rien à voir avec celui du voisin. Et c'est pour ça que pour moi il est important de parler de musique et de faire ces vidéos pour partager ces diverses visions. Quand on parle musique, quand on parle art, on fait vivre ces œuvres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En ce qui me concerne, c'est tout pour moi. Je vous rappelle qu'il y a mon roman Les Litanies de l'Acier, roman Heroic Fantasy, les liens sont dans la description. Pensez à vous abonner, à commenter, à réagir à la vidéo, mais aussi à partager la vidéo. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin des autres. Ciao, ciao.